L'affaire de l'étrangleur débutait il y a bientôt 50 ans. Le mercredi 27 mai 1964, on découvrait dans les bois de Verrières dans l'Essonne le cadavre de Luc Taron, un enfant de 11 ans. En juillet suivant, l'étrangleur fut arrêté et inculpé pour meurtre. Mais l'homme arrêté était-il le bon meurtrier ? Ou juste un homme un peu sadique qui aimait jouer avec la souffrance de la famille de la victime ? En 2002, la question se pose encore. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler du cas de Lucien Léger qui est une affaire française qui s'est déroulée il y a plus de 50 ans. J'espère que cette affaire vous plaira et comme d'habitude si le contenu de notre chaîne vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit like et des commentaires, à vous abonner juste en dessous et sans plus tarder c'est parti pour l'affaire de Lucien Léger. Eugène Lucien Léger est né le 30 mars 1937 dans le 14e arrondissement de Paris. Lucien est issu d'une famille modeste comptant 7 enfants originaires de Château-Regnault dans les Ardennes. On ne connaît pas grand chose sur son passé donc on passe directement au moment où Lucien est âgé de la vingtaine. Lucien a effectué son service militaire en Algérie et ce sera grâce à ce service militaire qu'il va se lier d'amitié avec un homme qui va lui présenter sa sœur et qui va devenir la future femme de Lucien. Après son service militaire, Lucien Léger a épousé Solange à Charleville-Mézières en 1959 et il a commencé à travailler comme magasinier aux éditions de Noël. Malheureusement, sa femme qui souffrait de crises d'angoisse aiguë et d'anxiété a été internée à plusieurs reprises à l'hôpital Villejuif. Cet hôpital psychiatrique de Villejuif a ouvert en 1884 et est aujourd'hui l'un des 3 plus importants établissements psychiatriques de France. Mais il l'était déjà en octobre 1963 quand Lucien Léger y est admis en qualité d'élève infirmier. Le 26 mai 1964, en fin d'après-midi, un jeune garçon qui est âgé de 11 ans, qui s'appelle Luc Taron, va disparaître après s'être fait réprimander par sa mère qui s'appelle Suzanne Taron. Le jeune garçon avait volé 15 francs à sa mère qui, forcément, l'avait découvert et qui a donc réprimandé son enfant puisque cette action ne lui avait pas plu du tout. Au départ, les parents du petit Luc pensent simplement que Luc a décidé de faire une petite fugue puisque voilà, il s'est fait réprimander, donc peut-être il avait honte de rentrer à la maison, qu'il allait tarder un petit peu plus, ce ne serait pas forcément étonnant. Donc bref, ses parents ne s'inquiètent pas et ne préviennent pas de suite les forces de l'ordre. Et malheureusement, la soirée puis la nuit se passent et il n'y a toujours aucune nouvelle de Luc Taron, il n'est toujours pas rentré à son domicile. Et vers 4 h du matin, on est donc le 27 mai, et Jules Bedard, un homme qui se promène dans les bois avant d'aller travailler à Verrières-le-Buisson dans l'Essonne, tombe nez à nez avec un cadavre. Le corps inanimé abandonné dans les bois est celui de l'enfant de 11 ans, Luc Taron, qui à première vue a été mutilé et étranglé. Immédiatement, la police est prévenue, les parents également, ils sont forcément déboussolés de cette situation puisqu'ils apprennent la mort de leur enfant qui en plus s'est fait froidement abattre et s'ensuit alors une enquête policière peu commune. Le soir même de la découverte du corps de Luc, vers 23h50, un appel téléphonique va être passé à la chaîne radio Europe 1 qui indique où trouver un message sur le pare-brise d'une voiture. Très peu de temps après, le message va être retrouvé et sur ce message est écrit alors le crime et mentionne des détails qui n'ont jamais été parus dans la presse. Il annonce également que d'autres kidnappings vont suivre si aucune rançon par anticipation va lui être donnée. Et ce message est d'ailleurs signé l'étrangleur numéro 1, chose que la presse va omettre de dire dans les journaux. Et ils vont simplement mettre que le message est signé de l'étrangleur, ce qui va vexer l'homme qui a envoyé ces lettres. Dans les semaines qui ont suivi, 55 lettres anonymes seront envoyées à la presse, la police, au père de la victime et au ministre de l'Intérieur. L'auteur de ces lettres revendique être l'auteur du crime, en annonce des suivants et réclame au passage 5 millions de francs. Un mois après le meurtre de Luc Taron, il n'y a rien de nouveau sur l'enquête et c'est donc le 27 juin 1964 que Lucien Léger va au commissariat des Invalides pour signaler le vol de sa 2 chevaux. Mais à peine 4 jours plus tard, il revient au commissariat pour leur dire qu'il a retrouvé sa voiture sur un parking.
Mais ce n'est pas tout, puisque Lucien Léger explique également aux policiers qui se trouvent en face de lui que s'il a pu retrouver sa voiture sur ce parking, s'il a su sa localisation, ce n'est pas pour rien, ce serait simplement puisque l'étrangleur lui aurait passé un coup de téléphone pour lui donner la localisation de son véhicule. Donc petit rappel, l'étrangleur est l'homme qui se dit être l'assassin de Luc Taron, et Lucien mentionne également que sa voiture est maculée de sang et que ce sang semble être du sang humain. Les policiers vont donc prendre en charge la voiture et quelques jours plus tard, le 2 juillet, la 56e lettre signée de l'étrangleur est reçue par la police avec des précisions sur le crime de Luc Taron. L'étrangleur explique dans sa lettre s'être servi de la 2 chevaux pour emmener le petit garçon et ensuite le tuer. Suite à cette lettre, Lucien est immédiatement convoqué le 4 juillet 1964, devenant même le principal suspect de l'enquête. Une perquisition de sa chambre d'hôtel a été effectuée et les policiers ont découvert que Lucien conservait des journaux qui se rapportaient à l'affaire de l'étrangleur. En fouillant, ils trouvent également un projet de roman de Lucien intitulé « Journal d'un assassin », bref, rien de bon. Le 5 juillet, l'écriture de Lucien va être confondue avec toutes les lettres que les policiers et la famille ont pu recevoir de Lucien, et suite à quoi, dès le lendemain, il va être incarcéré en l'attente de son procès. Au départ, Lucien Léger avoue les lettres, il avoue même le meurtre du petit Luc Taron, puis a fini par se rétracter lors d'une reconstitution en juin 1965. Et selon Henri Leclerc, un avocat pénaliste, ces rétractations interviennent après 2 ans d'aveu alors que l'instruction était pratiquement terminée. L'avocat de Lucien, Morin Garçon, qui s'est engagé dans la thèse de la culpabilité, a renoncé à le défendre et a proposé Maître Albert Naude pour le remplacer. Cette rétractation intervient après 1 an d'aveu alors que l'instruction était pratiquement terminée. Le procès de Lucien Léger, âgé alors de 29 ans, s'est déroulé du 3 au 7 mai 1966 à Versailles et il va littéralement déferler les chroniques. Le procès se déroule dans une atmosphère totalement pesante avec en plus à l'intérieur les parents du petit Luc Taron qui veulent la peine de mort pour le présumé assassin de leur fils. Lucien, qui avait initialement reconnu le crime durant l'instruction, a clamé son innocence durant tout le procès. Selon ce récit, le véritable meurtrier est un homme qu'il connaît sous le nom de Monsieur Henri. L'homme aurait été un ennemi du père de l'enfant, Luc Taron, et lui aurait expliqué les circonstances du meurtre. Après 4 jours de procès, les jurés ont finalement eu pitié de la folie de Lucien Léger qui était notamment invoquée par son avocat, Maître Albert Naude. De plus, cette pitié était confortée par les problèmes de santé de Lucien puisqu'il souffrait d'un ostéome qui est une tumeur formée de tissu osseux qui se situe au niveau du front. Cette pitié a donc amené Lucien à être condamné à la réclusion criminelle à perpétuité avec une durée d'épreuve de 15 ans et non à la peine de mort initialement demandée par les parents de Luc Taron. A savoir qu'à cette époque la période de sûreté n'existait pas et qu'elle se nommait donc la période d'épreuve. Durant sa détention, Lucien est considéré comme un détenu modèle qui aide beaucoup d'ailleurs les autres prisonniers sur le plan psychologique et moral. La durée de son emprisonnement suscite d'ailleurs la création de plusieurs comités de soutien à l'extérieur. Sa femme Solange le soutient toujours et elle est toujours amoureuse de lui. Ils ont décidé de rester mariés malgré cet emprisonnement et malheureusement celle-ci est décédée en 1970 alors que Lucien se trouve encore derrière les barreaux. Les années se passent et Lucien est enfin libérable depuis juillet 1979, mais malgré ça, ses 13 demandes de libération conditionnelle ainsi que ses 3 demandes de grâce présidentielle sont toutes rejetées une à une. Yves Taron, le père de Luc, qui est le fondateur de la Ligue nationale contre le crime et pour l'application de la peine de mort, avait affirmé ceci en 1980. « Je le tuerai, pas tout de suite, juste le temps de lui faire éprouver l'angoisse que ma femme et moi avons connue. » Mais celui-ci n'a finalement pas réussi son coup d'assassiner Lucien Léger le jour de sa sortie, puisqu'il est décédé bien avant que Lucien sorte de prison. Et du côté de la mère de Luc Taron, qui s'appelle Suzanne, une fois devenue veuve, elle a simplement fait la demande que Lucien ne publie jamais de livre sur cette affaire, et sinon elle ne s'opposait pas spécialement au fait qu'il puisse être un jour libéré de prison. Le dernier avocat de Lucien, Jean-Jacques de Félis, a déclaré que Lucien serait sorti bien plus tôt de prison s'il avait avoué le meurtre de Luc. Lucien est d'ailleurs décrit par les psychiatres comme mythomane, manipulateur, narcissique et parlerait régulièrement de lui à la 3e personne. L'homme est libéré le 3 octobre 2005 après 41 ans de prison, âgé de 68 ans, et part vivre dans le Nord chez un ami.
En 2006, Lucien Léger saisit la Cour européenne des droits de l'homme contre l'État français en invoquant la violation des articles de la Convention européenne des droits de l'homme. Le 11 avril 2006, une chambre de la Cour conclut par 5 voix contre 2 à la non-violation des 2 articles et l'affaire est donc renvoyée en appel devant la Grande Chambre. Lucien est mort à son domicile début juillet 2008, mais son corps n'a été retrouvé que le 18 juillet. Suite à son décès, la poursuite de la procédure n'étant pas demandée par une personne justifiant de sa qualité d'héritier ou de parent proche, ou encore de l'existence d'un intérêt légitime et compte tenu de l'évolution de la législation française, ainsi que du fait que la Cour européenne des droits de l'homme avait résolu des questions similaires dans d'autres affaires, la Grande Chambre radie l'affaire Léger contre la France. Et l'affaire pourrait de nouveau s'arrêter là, mais ce n'est pas encore le cas, puisque en 2012, 2 journalistes, Jean-Louis Ivani et Stéphane Troplin, ont publié un livre qui met en doute la culpabilité de Lucien Léger. Ce livre s'appelle Le voleur de crime, et en effet, Luc n'avait pas été étranglé, contrairement aux aveux de Lucien, qui se serait accusé dans un désir pathologique de reconnaissance. Ensuite, presque 10 ans après, en 2021, Philippe Jaenada a lui également écrit un livre qui s'appelle Au printemps des monstres, qui est consacré à l'affaire Luc Taron. Dans le livre, on y apprend les horribles lettres que Lucien avait envoyées aux parents de la victime, la police, des lettres qui selon l'auteur étaient atroces et démontraient un certain sadisme, mais peut-être pas au point d'être le véritable tueur. Il dit aux parents, je comprends votre peine, vous devez être triste, vous avez perdu votre enfant, mais mettez-vous à ma place, vous n'avez pas vu ses grands yeux innocents se fermer quand je lui serrais le cou, quoi. Les 2 ouvrages présentent cette affaire comme une erreur judiciaire et il est vrai qu'en regardant de plus près, c'est une condamnation sans preuve matérielle ni mobile, ce n'est pas un crime sexuel, il n'y a pas de témoin qui aurait vu Lucien Léger où que ce soit, ni même de chronologie vraisemblable, ni encore de mode opératoire clairement établi. Il n'y a que des aveux, répétés de nombreuses fois mais fluctuants, et dès qu'on les examine attentivement, ils ne correspondent pas aux constatations du meurtre de Luc Taron. Mais Lucien s'était empêtré dans une défense absurde dictée par son avocat, où il reconnaissait sa culpabilité dans l'espoir d'être reconnu irresponsable, puis dans des dénégations jamais prises au sérieux. Il accusait en effet un homme dont il ne voulait pas révéler le véritable nom, rendant impossible la tâche de ceux qui doutaient qu'il ait agi seul. C'est une erreur judiciaire. Oui, moi je n'ai pas l'ombre d'un doute que Lucien Léger n'a ni enlevé, ni assassiné, encore moins, ce pauvre petit garçon. Et pour moi, c'est une certitude. Ouais. Pendant 1 an, il a dit que c'était lui. Il a fait des aveux et pendant 1 an, il les a répétés 80 fois devant le juge d'instruction. C'est lui. Au bout d'1 an, il a fait volte-face comme le coup classique, quoi. Finalement, c'est pas moi, c'est un type bizarre, monsieur Henry, etc. Sauf que dans les années suivantes, il a dit dès le début, j'ai dit que j'étais innocent. Moi, je le croyais pas. Et il m'est arrivé, il a beaucoup menti, mais il m'est arrivé dans mes recherches à plusieurs reprises de trouver des documents qui prouvaient qu'en fait il avait raison. Par exemple, son avocat Maurice Garçon, qui était le plus grand avocat du XXe siècle, hein. Maurice Garçon a toujours dit non, c'est faux. Pendant 1 an, il m'a dit qu'il était coupable. Et moi, je suis allé voir les archives privées de Maurice Garçon et je trouve une lettre de Maurice Garçon à Lucien Léger qui dit « Quand nous nous sommes rencontrés le jour de votre arrestation, vous m'avez dit que vous étiez innocent. Je vous ai... » Donc il avait raison. En fait, c'est vrai. C'était une stratégie pour lui éviter la peine de mort. Maurice Garçon lui a dit, si vous dites que vous êtes innocent, on va vous couper la tête. Faites-moi confiance, dites que c'est vous, je vais dire que vous êtes marteau, vous allez passer peut-être un peu de temps en prison, mais surtout en hôpital psychiatrique, et vous allez sortir. Lucien Léger lui a fait confiance, il a eu tort. Et si Lucien Léger serait finalement innocent, la véritable question que l'on pourrait se poser à la fin de cette vidéo, c'est tout simplement mais qui a tué Luc Taron? Et vu l'époque à laquelle le meurtre s'est déroulé et qu'aujourd'hui nous sommes en 2022, je suppose que cet homme est probablement mort et sûrement donc qu'il est décédé en emportant avec lui son secret dans sa tombe. C'est donc tout pour l'affaire de Lucien Léger, j'espère que celle-ci vous aura intrigué et plu, et n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires si vous pensez que oui ou non Lucien Léger est coupable de ce crime, ou si simplement c'est son besoin de reconnaissance, sa mythomanie, qui l'a conduit donc à écrire ses lettres et à se faire passer pour le tueur, dans le but de se faire connaître, que ce soit en mal ou en bien. Je trouve qu'il reste assez difficile de se faire un avis sur cette affaire puisqu'on n'a pas non plus énormément de détails. Et c'est pour ça d'ailleurs que je conseille le livre de Philippe Jaenada qui est donc Au printemps des monstres puisque celui-ci fait environ 700 pages et qu'il décrit en profondeur toute l'affaire de Lucien Léger
pour ceux que ça intéresse d'en savoir plus. Si cette histoire vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like et des commentaires, à vous abonner juste en dessous et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo.